Alors aujourd'hui, nous sommes devant une très belle villa de vacances d'un industriel qui s'appelait Monsieur Mangini, très identifié par les Lyonnais, qui a été aussi le pionnier de l'habitat social, qui prenait soin de ses employés, de son personnel. C'était sa maison de vacances. On va en découvrir les coulisses, les intérieurs et toute une histoire artistique d'artistes locaux lyonnais en majorité. Donc on y va et on est reçu par quelqu'un de fabuleux. Bienvenue donc à la Villa Mangini, un édifice néo-renaissance construit à la fin du 19e siècle, fini d'ailleurs en 1891 pour être exact. Construit par l'architecte Gaspard André. Connu des Lyonnais, bien sûr, avec connu des Lyonnais, oui, le bien sûr. Théâtre des Célestins. Et oui, la Fontaine des Jacobins, le grand temple protestant. Et donc construit pour un industriel de l'époque qui s'appelle Félix Mangini, qui récupère ce très très beau domaine sur une vingtaine d'hectares. Donc là, on est dans un immense domaine, pour l'instant toujours 20 hectares. C'est ça. Qui est dans un état absolument incroyable. On va voir l'intérieur dans quelques secondes et de l'extérieur. Donc on y va, je suis impatiente. Sur le fronton, c'est marqué, je vous l'ai dit, qu'à nul honnête homme cette porte soit fermée, donc je crois qu'on peut y rentrer. On peut y aller, c'est pour nous, avec des très belles cariatides qui nous accueillent. Alors, des portes très anciennes, des doubles portes, pour éviter le vent qui s'immisce, la pluie qui s'immisce dans les lieux. Et on va tout de suite découvrir un immense escalier, qu'on appelle un escalier monumental, hein, c'est ça? Oui, on a 16 mètres sous plafond. Bon, il est évident que quand vous êtes accueilli par la famille Mangini, vous comprenez que c'est une famille qui a réussi. Hein, donc c'est une famille qui recevait, évidemment pendant la période des vacances, on reçoit les amis industriels, les familles complètes. Alors on entre dans ce très bel édifice, escalier monumental qui donc monte sur un étage, deux étages, et on est tout de suite surpris par donc en effet, comme vous disiez, la hauteur de l'édifice et ce très beau lustre moderne, parce que l'intérêt c'est de se dire qu'un bâtiment comme ça construit au 19e siècle est aujourd'hui dans sa version dans son jus, entretenu, rénové, et puis en plus 2.0 avec des lustres absolument sublimes, toutes ces informations pour les gens qui viennent justement en formation ici dans ces lieux, et vous avez intégré plein de choses modernes qui font que le lieu est un lieu où on a envie de passer du temps. Vous avez de la chance d'y passer du temps, vous. On a de la chance et on le sait. Alors là, il y a une petite... c'est une photo, hein. Oui, On est au début de la photographie quand même. Hein. Voilà. On n'était pas très très fort, mais c'est très beau parce qu'au moins on est dans le bain, dans l'ambiance. Donc Monsieur Mangini lui-même, avec cet air légèrement satisfait de l'industriel qui a en effet réussi avec sa belle moustache. C'est vrai que c'est à l'époque on avait les... Comment on appelait ça, ces grandes moustaches? Les favoris. Et Madame est assise sur le fauteuil, l'air tout à fait calme, avec le petit tabouret sous les pieds pour la circulation du sang. Tout est fait dans cette bibliothèque qu'on va découvrir dans 2 secondes. Alors on y va dans la bibliothèque. Allez, on y va. On y va dans la bibliothèque. Et puis la carte locale au cas où on soit perdu. Alors là, on est dans une bibliothèque qui est un lieu, donc les gens viennent se reposer pendant leur formation. Il y manque les livres là finalement. Hein. Alors, écoutez, j'ai eu des remarques depuis les journées du patrimoine systématique. Ils vont arriver, hein, puisque. Alors du coup, je disais, je vous coupe. Oui, je vous en prie. Le lieu n'est réservé qu'à des gens en formation pour Enedis, sauf en exclusivité au moment des journées du patrimoine. Vous avez ouvert pendant 2 jours pour faire découvrir aux Lyonnais les lieux. Oui. J'en profite pour remercier la personne qui est venue suivre une visite avec vous, qui vous a trouvé passionnant et qui m'a dit il faut absolument organiser un tournage dans ce lieu paradisiaque. Alors on y est. Donc voilà, bah écoutez, cette bibliothèque effectivement sur mesure, bien sûr, boiserie, sculptée, bon, qui est vraiment magnifique et attenant. Donc on avait le bureau du propriétaire. Alors le bureau du propriétaire, c'est là qu'il prenait ses grandes décisions. Voilà. Donc une perspective d'un miroir à l'autre, des cheminées monumentales. Et là, la cheminée, elle est en bois. Hein. Elles sont en bois. Ici, tout est en boiserie. On a vraiment une configuration assez différente du reste de l'édifice qu'on va découvrir, où on a plutôt du faux pain, du stuc, voilà, de la pierre. Ici, on est tout en boiserie. Alors, boiserie, et un endroit que vous affectionnez particulièrement,
le salon avec le billard. On va aller voir. La salle de billard. Alors là, le billard, petite anecdote sur ce billard qui n'est pas le billard d'origine, mais qui est exactement le même. C'est une réplique exacte d'époque. Il est d'époque et il a été restauré donc par un artisan lyonnais, puisque là aussi nous avons souhaité faire appel au maximum à des restaurants. Donc Rivet. Qui s'appelle Rivet, voilà. Rivet. Et qui nous a trouvé donc ce magnifique billard avec le lustre d'époque, les accessoires, enfin bref, de quoi reconstituer à l'identique une pièce qui est tout simplement magnifique et qui a été très bien restaurée. Hein. On va montrer la petite pépite. On est dans la loge du gardien et c'est vrai que les espaces qui ne sont pas des espaces destinés à être vus finalement des invités sont traités aussi de manière remarquable. Et cet escalier en particulier, alors c'est un peu le bazar. Alors là, c'est donc le vestiaire et les lieux de stockage. Mais vous avez un escalier qui est vraiment un chef-d'œuvre d'ébénisterie. Là, je crois que tous les gens qui connaissent le métier du bois sont vraiment estomaqués devant ce petit escalier en vis qui monte juste dans une petite pièce aveugle. Voilà. C'est juste pour le plaisir de découvrir ce petit escalier. Mais il est très beau, hein. C'est de l'art dans toutes les pièces. Et du coup, donc ça je pense que les gens sont ravis de découvrir. Hein. Alors, Marc Seguin, là, alors comment on appelle ça déjà, vous m'avez dit? Ça s'appelle des globaux. En fait, ça nous permet de projeter des informations pour nos stagiaires et puis pour les visiteurs. Hein. Alors, Marc Seguin, qui est important, hein, ardéchois, qui a beaucoup travaillé sur tous les ponts, architecture métallique, vers Tournon-sur-Rhône, hein, si je me souviens bien, et donc était évidemment contemporain de nos autres artistes. C'est ça. Alors, est-ce que les gens sont intéressés par la découverte de l'histoire de cette famille? C'est vrai que on a beaucoup travaillé, nous, sur le secteur, sur la première voie ferrée en direction de Saint-Étienne, Saint-Andrézieux-Boutéon, et puis cette industrielle, je pense qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, donc ils vivaient, ils voyageaient pas tellement, ils restaient plutôt en France. Non, et ils restaient effectivement pas spécialement non plus sur place. En Europe, ils restaient sur la France. Alors, donc ça c'est un salon de travail ou d'accueil? Alors non, là on est vraiment, si vous voulez, finalement dans des pièces d'apparat, dans des pièces de réception, donc une galerie qui était déjà à l'origine une galerie, qui donnait sur grand et petit salon, et sur la salle à manger, en fait, d'époque. On va voir la salle à manger. En salle de bar, hein, tout simplement. Salle de bar, et oui. Donc là encore, on a gardé la... Donc là, on accueillait les visiteurs. Voilà, c'est une galerie, simplement, d'accueil, de réception. Voilà, tout simplement. Alors du coup, on va aller voir l'ancienne salle à manger. Donc c'est un lieu qui est... L'ancienne salle à manger, voilà, qui est aujourd'hui la salle de bar et qui est vraiment un condensé de cette villa, puisqu'on a un traitement, là encore, Renaissance évident, avec cette magnifique cheminée monumentale. On a ici tout, on a le stuc, on a le bois sculpté, on a la pierre, on a les faux pins, bref, on en jette quand même plein les yeux. Et donc une cheminée qui est en marbre. Voilà, Pierre de Hauteville, on appelle. Pierre de Hauteville. Voilà, pour être très précis. Oui. Alors, Pierre de Hauteville, c'est une pierre noble pour autant. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et malgré tout, comme vous voyez, on est sur du Renaissance et on a quand même l'éclectisme du 19e avec l'art contemporain de l'époque. Hein, une peinture, Simon-Alexandre Toudouse, on est quasiment sur l'école de Barbizon. Hein, donc vous voyez, on osait à l'époque finalement, comme maintenant, mettre du contemporain dans des éléments plus classiques. Légèrement donc décalés. Donc ça veut dire qu'il était industriel, intéressé par les chemins de fer, mais tout autant par l'art. Oui. C'était quand même novateur, parce qu'à l'époque... je ne sais pas si c'était novateur, en tout cas ses goûts le portaient vers l'art local, et même il avait aussi il faisait partie de ce courant saint-simonien, donc cette croyance, cette foi dans le progrès, beaucoup d'activités philanthropiques qui sont vraiment... on dit qu'il était philanthrope. Voilà. Donc ça c'est la pierre de Hauteville. Oui, tout à fait. Oui, qui est très très belle. Beaucoup de travail aussi de sculpture du bois. Oui. Du bois. Tout à fait. Et de faux pins, comme on le faisait à la Renaissance, toutes ces imitations de pierre. Mais oui, on a l'impression que c'est du marbre et en fait c'est... Vous en avez ici le long des entourages de portes. Voilà, donc un foisonnement décoratif qui n'a pas de thématique particulière, mais qui rappelle la vocation agricole finalement de ce domaine.
Donc là, les gens en formation viennent boire un coup. Le soir, boire un verre, discuter, échanger, profiter des lieux. Et puis avec des luminaires très modernes, une façon de traiter justement... On a besoin de lumière dans des lieux comme cela. Écoutez, on a une hélice quand même. Voilà, donc c'est le moment d'avoir une belle lumière qui valorise les lieux. Alors, aujourd'hui, petit et grand salon cette fois-ci. C'est ça, on était dans le petit et grand salon à l'origine. Alors combien de petits et grands salons? Parce que le salon de billard, la salle à manger, on est d'accord, le salon d'apparat, le salon de réception. Donc là, qu'est-ce qu'on y faisait? Il y avait quoi comme meuble à l'époque? Alors, on recevait tout simplement les invités. Dans l'aile qu'on a visité auparavant, finalement, on est dans des endroits un peu plus intimes où la famille se réunit. Ici, on reçoit. Ah voilà, il y a les lieux presque publics et les lieux en toute intimité. C'est un peu ça. Donc là, vous avez notamment travaillé sur la mise en lumière du lieu avec un artiste qui est... Oui, Thierry Videt, donc les ateliers Videt qui sont dans la région parisienne. C'est d'Inox perforé, c'est eux qui font les colonnes lumineuses, c'est eux qui ont fait aussi le grand luxe monumental qu'on verra un peu plus tout à l'heure. Voilà, là encore, on a cette alliance entre un plafond somptueux en stuc qui a été réalisé sur place. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne saurait plus vraiment refaire ça. Et des éléments beaucoup plus contemporains en termes de mobilier qui permettent de jouer ce côté présent, passé, passé, présent. En tout cas, patrimoine, j'aime à dire patrimoine vivant, quoi. Alors là, on va faire comme si on était les Mangini. Les châtelains. Voilà, les châtelains de cette très belle demeure. Vous savez, ils n'aimaient pas qu'on parle de château. Mais non, c'était pas un château, c'était une demeure où on passait du temps l'été. Modeste demeure de campagne, disait-il. Alors voilà, donc là, les monts du Lyonnais, les monts environnants, c'est vrai que ça ressemble un peu à la Toscane, comme il le disait. Oui, Gaspard André, c'est ce que dit l'anecdote. Ça a été sa réflexion quand il est arrivé la première fois sur le site. Il s'est exclamé, paraît-il, mais nous sommes dans la campagne toscane. Donc il semble qu'il y ait une analogie. Ben oui, mais c'est ce qu'on a toujours dit, le Beaujolais ressemble à la Toscane. Alors là, qu'est-ce que c'est comme pierre? Parce que là, la couleur, c'est de la pierre dorée. C'est ça, c'est de la pierre dorée. De carrière locale. Alors là, je vais dire lèche bien montée au lieu de lèche bien descendue, ce grand escalier monumental. En tout cas, en empruntant un tapis d'escalier qui, comme les rideaux, a été fait sur mesure à Lyon par Jean-Michel Bitch, meilleur ouvrier de France. Donc là, on retrouve finalement le travail artisanal lyonnais dans le domaine des textiles. Trop fort les Lyonnais. Trop fort quand même. Et puis un escalier qui est déjà un chef-d'œuvre de maçonnerie. Beaucoup d'artisans s'y sont cassés les dents. C'est un maçon local de Saint-Pierre qui s'appelait Jean-Pierre de Poncio qui a réussi ce tour de force. Juste, j'attire votre attention sur, parce qu'on le voit un peu sur la façade de l'édifice, sur cette roue ailée. Le chemin de fer donne des ailes. On a le manifeste progrès de Félix Mangini, avec cette petite devise Brevis es via. Oui, le chemin de fer, c'est une révolution dans les transports et il vous donne du temps de vie supplémentaire. Donc voilà, cette foi dans le progrès qui est affichée en blason par le propriétaire. Alors par contre, intéressant, on a les vitraux de Bégulle, notre Lyonnais. Oui. Et on a une œuvre d'art. Oui, tout à fait. C'est exceptionnel, réalisée par un Breton. Voilà. Vous êtes Breton, voilà, alors donc il faut souligner que les Bretons aussi ont beaucoup de qualité. Ça aussi, faire deux, trois trucs. Voilà. Donc racontez-nous cette œuvre d'art parce que c'est la plus grande au monde. C'est ça, c'est la plus grande eau forte polychrome au monde. Alors donc eau forte polychrome. Donc c'est une gravure sur une plaque en acier qui ensuite est passée elle est ancrée et ensuite passée sous presse. Alors il faut savoir que cette œuvre d'art qui est en deux parties aujourd'hui a été réalisée d'un seul tenant. C'est le seul moyen d'avoir quelque chose d'uniforme. Donc il a fallu y compris construire la plus grande presse au monde pour faire ce travail. Alors donc là, les 16 mètres de hauteur, on les vérifie. Les vitraux ont été rénovés ou ils datent d'époque? Oui, ils sont d'époque, mais ils ont bien sûr été restaurés. En particulier, tout ce qui est plomb, tout ce qui est barlotière était en mauvais état, donc ça a été refait, mais les verres sont d'origine. Ouais, superbe. Donc là, on voit très bien le lustre. Là encore, oui, des éléments sculptés qu'on retrouve à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, en bois, en pierre, qui sont foisonnants et qui rappellent toujours cette vocation agricole. Oui, c'est ça, les vignes, les grappes de raisin, la tête de bœuf avec sa bonne cloche en dessous. Très beau. Alors là, on va découvrir une des pièces maîtresses, la chapelle. Tout à fait, la chapelle au second étage, ce qui n'est pas courant, donc c'est pas la chapelle de la famille, c'est une chapelle que Félix Mangini va faire réaliser
pour ces domestiques qui sont croyants, puisque lui est plutôt à l'époque engagé politiquement dans le camp républicain, c'est un Saint-Simonien, donc pas forcément très pratiquant. En plus, donc, dans une période de tension. Personnel, donc ça veut dire, enfin, pour l'époque, ça veut dire qu'il est très attentif au bien-être de son personnel, ce qui est très à la mode aujourd'hui, mais qui n'était pas du tout à l'époque. Et d'ailleurs, il y a un chauffage central qui est fait dès l'origine, par un calorifère charbon, et qui permet de chauffer par le sol et par les murs, et qui va chauffer, y compris les chambres des domestiques, ce qui est effectivement pas si courant que ça à l'époque. Donc il en prenait soin, il avait compris. Alors cette chapelle, on va l'éclairer. Alors je vais déjà vous l'éclairer. Hop. Alors cette chapelle, c'est trop mignon. Alors là, on est dans un style différent. On a vu du néo-renaissance, on a vu l'école de Barbizon. Là, on est sur un style classique, néoclassique, par un artiste qui s'appelle Jean-Baptiste Poncet, qui était un élève et collaborateur des fameux frères Flandrin, la grande dynastie de peintres lyonnaise. Il a travaillé d'ailleurs avec Hippolyte Flandrin pour réaliser les fresques de Saint-Germain-des-Prés à Paris et de l'église Saint-Vincent-de-Paul dans le 10e arrondissement. Et quand il arrive ici, Jean-Baptiste Poncet, eh bien, il va reprendre la composition d'une des chapelles de cette église parisienne. Il va la reprendre totalement. Vous avez une annonciation qui est encadrée par une procession de saints et puis de femmes et d'enfants avec 2 anges ailés. La seule facétie, parce qu'il est facétieux quand même, et comme c'est souvent le cas à l'époque, eh bien, il va changer les visages et en Saint-Pierre, il va tout simplement reprendre le portrait de Félix Mangini, le propriétaire. Et puis le dernier Saint-Paul. On est bien d'accord avec ses clés. C'est celui-là, voilà. Donc avec sa barre, voilà. Il a l'air sympathique. Il a l'air sympathique. Et là-bas, en dernier, là, dans Saint-Paul, avec son petit rouleau, c'est notre architecte Gaspard André. Ah oui, bel homme, Gaspard André. Et puis évidemment, une fois qu'on a dit ça, on aura vite compris que les anges, ce sont les filles de Félix Mangini. Et puis là, on a son plus jeune fils et sa femme qui sont ici. Donc en fait, il n'a oublié personne. Alors là, on est sur les toits, j'adore ça, dans un lieu où personne ne vient habituellement. Voilà, donc il faudra le dire à personne parce qu'évidemment, c'est absolument exceptionnel et interdit. Merci. Alors une très belle toiture, enfin toute l'architecture en elle-même est splendide. On aperçoit des particularités, là, les cheminées, le travail de frise, parafoudre. Oui, un parafoudre d'époque, et puis tous ces éléments décoratifs là qui sont pointus, là, c'est juste de la décoration. C'est de la décoration. Alors ils avaient disparu pour la plupart, évidemment au fil des événements climatiques, et tout a été refait là encore à l'identique à partir des plans de l'architecte. Il a fallu refaire les moules, faire sécher chaque pièce plus de 30 jours avant de les cuire, de les émailler, etc. Mais voilà, c'est bien des tuiles en terre cuite aussi. Terre cuite émaillée, là encore, il y en a 200 qui ont été refaites. La toiture a été révisée. Le zinc a été refait, le plomb a été refait, les frises ont été restaurées, toutes ces frises qui décorent l'extérieur. Et on voit l'étendue de l'édifice comme ça, c'est une vue superbe, et puis évidemment la vue sur tous les coteaux. Déjà, souvent les gens se trompent, quand on voit Paris, PLM, les gens pensent que c'est Paris-Lyon-Marseille, et en fait c'était Paris-Lyon-Méditerranée, cette première grande célèbre voie de chemin de fer qui a permis de développer notamment le tourisme beaucoup dans la partie sud où on allait profiter du soleil, comme pour les Anglais notamment. Donc l'intérêt, c'est de montrer que cette famille Mangini a fait fortune en vendant les hauts chemins de fer PLM leur savoir-faire. Leur compagnie. Ah oui, la compagnie complètement. Ils vendent la compagnie. Ils vendent leur compagnie au Paris-Lyon-Méditerranée. C'est effectivement ça qui va assurer finalement leur position d'hommes fortunés, de rentiers. Alors là, on voit la demeure de vacances. Où est-ce qu'ils vivaient? Le reste de l'année? Le reste de l'année, ils avaient un hôtel particulier sur Lyon, et ils avaient un second hôtel particulier également sur la Croisette. Ah, pas mal. Et oui, parce que figurez-vous que les remblais de la Croisette, eh bien, c'est un chantier des Mangini, et le maire de l'époque de Cannes lui a demandé de mettre son savoir-faire à sa disposition pour créer cette croisette. Donc, vous voyez, les Mangini sont aussi... Oh là là, mais ils ont agi partout dans les sous-sols. Voilà. Et c'était donc la salle d'escrime à l'origine. Tout à
fait, la cellule d'escrime avec cette très belle cheminée monumentale, là encore. Mais comme je vous le disais, un lieu vivant, puisque aujourd'hui, à titre transitoire, puisque demain on aura une vraie salle de jeu ici pour nos stagiaires, eh bien, on a les salariés, les permanents du site, qui travaillent aujourd'hui dans l'attente de la construction des nouveaux bâtiments, tout simplement. Écoutez, ils sont bien. Ah, ils sont pas mal, ils sont pas mal. Vous êtes bien. Hein. Écoutez, on s'y sent très bien dans cette très belle maison. On a l'impression d'avoir la campagne de Florence autour. C'est ce que disait Monsieur Bongini, je crois bien. On se croirait en Toscane. On est bien, on s'y sent bien. Les bâtiments ont l'air très sains en plus. Bon, évidemment, il y a du chauffage. Il y avait très tôt, comme vous nous le disiez tout à l'heure, du chauffage central pour le bien-être des habitants, mais aussi du personnel, ce qui était important. On s'y sent bien et franchement, j'ai passé un très bon moment et j'espère que vous tous, en suivant cette vidéo et ce reportage, vous passerez un bon moment. Merci beaucoup pour ce moment particulier, cette montée sur les toits, cette découverte de cet escalier monumental, de la chapelle aussi. Donc on ne peut pas dire aux gens de venir ici visiter puisque ce n'est pas ouvert au public. Peut-être pour les journées du patrimoine? Sans doute. Allez, donc prochaine journée du patrimoine, notez et venez rencontrer Monsieur Lilian Rison qui vous présentera les lieux avec passion. Puisque vous avez cette âme un peu de châtelain, même si on disait surtout pas châtelain, mais il n'aimait pas dire châtelain, mais de cette belle maison où on profite du temps qui passe en lisant et en observant et en admirant le paysage. Écoutez, si c'est ce qui est retenu, je crois que l'objectif pour nos stagiaires est atteint. Et puis pour le grand public, on essaiera de faire le maximum parce que ça mérite d'être partagé.